Bonsoir à tous. Elensilla Lumenium Entielvo. J'ai encore oublié d'allumer la lumière. Comme d'habitude, j'allume la lumière et j'arrive. Hop. Zou. Et voilà, et donc on se retrouve pour le 20e des 59 paquets du bazar. Bon, si je colle ça là, c'est pas trop dans la vue. Oui. Alors c'est déjà du bon gros paquet, mais pas trop de petites pièces. Voilà. Voilà, hop. J'ai retouché. Ça me fait penser au reste des fondations. Je pense qu'on va s'envoyer les restes des fondations ce soir. Hop, et zou. Ouais. Et on retrouve le même genre de pièces. Donc on va encore avoir une idée de ce à quoi va à la taille complète du bazar. Bon, alors on va coller ça ici. On peut coller ça là. Et on va attaquer gentiment. Cheers. Slant. Comme on dit en écossais. C'est du whisky après tout. Hein. Bon. Alors. C'est parti. Voilà. Ouais, c'est ça. On va attaquer la deuxième partie du machin qui va venir se mettre ici. C'est pour ça que j'ai nettoyé. Bonsoir Tegoneg, comment allez-vous? Donc, on attaque. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Hop, 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 alors. Alors, non. On voit bien de ça. Quand même, il me faut un carré. Alors, zou. Bon, alors, le carré, il n'y a pas du tout. Je vais étendre un peu le machin parce que sinon on va pas s'y retrouver. Alors, déjà, voilà. Il y a tout ici. Hop. Hop. Là, ça va. Je vais faire un petit peu de trucs. Là, je retrouve à rien du tout. Hop. Hop, tiens, encore un. Tiens, voilà, toi. Voilà. Et tous les grains et tous les noirs là-dedans. Hein. Bon. Voilà. Hop, on va gagner un peu de place. Et on va faire un tour là. Ouais. Hop. Désolé, je suis un peu pour ça, il y en a, je suis en train de réorganiser un peu les trucs parce que là, je ne trouve rien. Il y a trop de trucs. Voilà. Bon, alors, donc il me fallait ce machin-là et un carré gris. Voilà, comme quoi. Vous voyez, un petit peu d'organisation, on en arrête tout de suite mieux. Ouais. Bon. Bonsoir Dorine. Alors, hop. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, donc hier soir on a monté une des tours extérieures. Donc là on est sur le format qui est vu l'extérieur. Et là on va s'attaquer au bout des fondations. Hello. Bon. Merci d'être venu faire un petit tour. Alors, bon. Que diriez-vous ce soir d'évoquer un peu la mythologie, enfin la mythologie, comme si ce n'était pas entièrement de la mythologie déjà par principe, mais la mythologie est
précisément les Valar et les Maillards. Hop là. Donc au début, on voit ça dans l'Innelundalier. C'est le nom le plus compliqué de ce truc. Donc au tout début de l'univers sans Tolkien, il y a Eru, celui qui était seul. Voilà. Et du coup, bah, il est seul. Ça a l'air con, mais... hop. Or, Eru aimait la musique. Et du coup, il a créé les Ainur pour chanter avec lui. C'est du chant d'Eru avec les Ainur qu'est né Arda. Donc, Arda qui veut dire la terre. Et qui, à ce moment-là, est ronde. Et une partie des Ainur va vouloir descendre sur Terre pour travailler à sa formation. Oui, d'accord. Voilà. Et comme chez les anges, en fait les Ainur c'est des anges, hein, en gros. Bonsoir William. Donc chez les Ainur ou anges, en fait il y a deux niveaux de puissance. On a les Valar, qui sont les plus puissants des anges, d'un côté, et les supplanter quelque part. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie? Voilà. Ça va, c'était pas une grosse erreur. Donc, on a les Valar et les Maillards. Donc. Bonsoir Benoît. Donc tout ce monde-là, tous les Ainur chantent, et cela crée Arda, mais seulement une partie des Ainur va vouloir descendre sur Arda. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que Arda ne ressemble en rien à l'image qu'ils en avaient eue pendant qu'ils chantaient avec Eru. Eru que les elfes appellent plus tard Ilúvatar. Comme ça, si vous voyez les deux noms, en fait, c'est la même entité. Donc, ce qu'ils réalisent, c'est qu'en fait, ce monde qu'ils ont chanté, en fait, n'était qu'une une possibilité de monde, et que ça va être à eux de le créer. Voilà, chacun dans ses capacités. Donc alors on trouve, c'est assez intéressant, il y a une quantité phénoménale de Maillards qui descendent. Voilà. Oui mon chouchou, qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai qui... Voilà. Et par contre, il n'y a que 15 Valar qui rejoignent Arda. Arda qui, à ce moment-là de l'histoire, est plate. Donc ils se rendent compte effectivement assez rapidement, alors que le Arda qu'ils avaient vu était ronde. Donc là, ils voient assez rapidement qu'ils sont pas, qu'ils ont du taf, en fait. Je ne trouve pas mon petit machin. Ah, mais il est là. Okay. Voilà. Et d'un côté, donc, on a 14 Valar qui se rangent sous la bannière d'Eru et qui vont être commandés par chouchou, qui vont commander par le seigneur des vents, voilà, Manwë. Et puis vous avez donc Melkor qui était le plus puissant, voilà, à tel point que pour arriver à le battre, je crois qu'ils s'allient tous.
Donc Melkor qui était le plus puissant et qui va choisir l'autre côté. Voilà, hop, la zou. Et qui va se friter avec les autres anges, en fait. Quant aux anges mineurs, entre guillemets, donc là il y en a une palanquée, mais par contre on les connaît évidemment pas tous. Donc certains ont eu des missions particulières. Donc par exemple, voilà, hop, et ben les 5 Istari sont des anges mineurs. Voilà. L'histoire des 2 phares, puis des 2 arbres, puis du soleil et de la lune, une pure merveille. Oui, et en l'occurrence, de manière amusante, dans le langage elfique, c'est pas le soleil et la lune, mais la soleil et le lune, parce que c'était une maillard féminine que le fruit de l'arbre doré a été confié, et à un maillard masculin que le fruit de l'arbre de la lune, de l'arbre d'argent a été confié. Du coup, on a en elfique, c'est la soleil et le lune. Ce qui m'a toujours amusé, j'avoue. Ça doit être rien d'autre. Ouais. Mais donc ça, effectivement, ça fait partie des maillards dont on connaît le nom, même s'il m'échappe à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on connaît Bonsoir Hilaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on connaît? Oui, donc les 5 mages. Hein, Curufin, Olorin, donc, que l'on connaît mieux sous leur nom de Gandalf, Saruman, etc. Voilà. Autre maillard s'élève Méliane, évidemment, hein, qui va tomber amoureuse de Thingol et permettre de créer leur royaume au premier âge du soleil. Voilà. Même oui, au premier âge du soleil, en Beleriand. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et le personnage de Melkor est particulièrement intéressant. Voilà. C'est littéralement Satan. En fait. C'est littéralement donc le père. Satan, donc c'est qui était le premier des anges qui s'est révolté, a chu avec le pire de la Légion Céleste, etc., etc. Donc c'est là où on voit que Tolkien était totalement dans la cosmogonie. C'est là où on voit que Tolkien est un catholique pratiquant en fait. Que toute sa cosmogonie est directement inspirée par sa foi chrétienne. Alors. Hein. Ah bien que j'ai compris. Ok. Ouais. Et donc, Melkor. Donc au départ, le premier, nous, enfin pour ceux qui voient le Seigneur des Anneaux ou qui ont découvert ou même le Hobbit, etc., les Valar sont à l'ouest de la mer. Ce n'est pas le cas au départ, à l'époque des piliers que William évoquait il y a quelques minutes. À l'époque des piliers, en fait, les Valar se sont installés au centre du monde, autour des piliers en fait, sauf Melkor, qui est directement allé s'installer dans un coin tout au nord du monde, où il a créé Utumno, qui est aussi connu sous le nom de Angband. Voilà. Et c'est lui qui crée vraiment ça, il crée la montagne à 3 pointes, ça s'appelle le Tangorodrim.
Et c'est vraiment sa forteresse, perso. À partir de laquelle il va mener la guerre contre les autres Valar. Et pendant la première guerre, les Valar n'ont pas réussi à détruire Utumno, pas du tout. Et non seulement ça, mais effectivement, ils vont réussir à capturer Melkor, parce que c'est toujours son nom en ce moment-là de l'histoire. Ils vont réussir à capturer Melkor, mais ils vont pas du tout réussir à capturer l'ensemble de ses troupes. Et c'est là où un autre Maillard, un des Maillards les plus puissants, prend toute son importance, parce que c'est l'apparition de Sauron. Sauron qui va prendre le relais, donc il va emmener une partie des troupes de Morgoth le plus possible au fin fond de la montagne, pour échapper aux Valar, et qui, à partir de là, va profiter de ce que les Valar en fait se sont concentrés à l'ouest pour redévelopper les armées de Melkor, ce qui fait que après avoir détruit les arbres, Melkor va pouvoir, oula, ça commence à devenir costaud cette affaire, Melkor va pouvoir en fait retrouver à Angband des armées complètes qui vont lui permettre de résister aux elfes qui arrivent, les Noldor qui arrivent peu après. Hein? Oui, mon chouchou. Voilà. Et donc Sauron va servir de, entre guillemets, de régent pendant toute la captivité de Morgoth, dans les cavernes de Mandos d'abord, et ensuite quand il est laissé en semi-liberté à Valinor. Donc dès cette époque-là, Sauron en fait est vraiment le bras droit de ah non, c'est pas ça. Je suis sur le bon. Ah bah oui, ok. Et vraiment le bras droit de Morgoth. Le bras droit n'est pas son chef des armées, par contre. Parce que le chef des armées de Morgoth, qui est aussi un Maillard évidemment, a choisi une autre forme. C'est un Maillard du feu, et ça va être le premier, le plus puissant des Balrogs. Voilà. Donc imaginez, vous voyez le Balrog dans le Seigneur des Anneaux, You shall not pass, etc., etc. Et ben, en fait, il y en avait une armée entière. Voilà. L'air de rien, ça donne un petit peu une idée de la taille des bastons au premier âge du soleil. Bien, imaginez une armée de Balrogs. Voilà. Pas juste un petit comme ça, non, une armée de Balrogs. C'est assez hallucinant hein, quand on y réfléchit 2 secondes. Mais ok. Ouais, bon, zou. Donc, d'ailleurs, un autre Maillard très célèbre, du mauvais côté, c'est Smaug, qui est le fameux dragon du feu qui avait pris la montagne, qui avait conquis le royaume nain sous la montagne. Ben, c'est aussi un Maillard. C'est un ange en fait qui a choisi le mauvais camp. C'est un démon en fait, tout simplement. Là, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Maillard célèbre? Il y a Ungoliant, l'araignée qui a aidé Melkor à détruire les arbres, c'est aussi un Maillard. Oui, un chouchou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Maillard? Alors les Ents, eux, ne sont pas des Maillards par contre. On pourrait se dire comme ça quand on voit la puissance des Ents et tout ce qu'ils ont là, mais pas du tout. Alors, les Ents sont des créatures
au même titre que les elfes, les humains, les nains, etc., etc. Alors attends un peu, comment est-ce que je mets ça, moi? Ça va bien venir là. Voilà. Bon bah là on a une idée de la taille complète du bousin. Mais là j'ai un peu l'impression, je donne un peu l'impression que tous les maillards ont choisi le mauvais camp. C'est pas le cas, hein. Par exemple, vous avez Tom Bombadil, par exemple. Tom Bombadil est un maillard. Et son épouse aussi. Voilà, ce sont deux maillards. D'ailleurs, je vous conseille à l'occasion, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire les poèmes dédiés à Tom Bombadil. C'est délicieux. Et avec nous, on comprend que Peter Jackson a eu du mal à intégrer ce personnage en fait dans le film qu'il voulait à peu près, qu'il voulait un peu réaliste. Difficile d'intégrer ce personnage totalement. Ah, on est déjà au bout du sachet. Bon, bah c'est fini pour ce soir du coup. Voilà. Mais voilà. Alors, donc ce soir, nous avons. Donc là, vous avez une idée en fait de la largeur du truc. Hop. Voilà. Donc là, on va avoir. Donc ceci est parfaitement symétrique de cette partie-là. Voilà, ça donnait pas mal. Et là, à mon avis, ça veut dire que la salle du trône va être amovible. Ils aiment bien mettre des trucs amovibles de temps en temps. Donc ça, c'est-à-dire que la salle du trône va être amovible. Un peu, par exemple, comme ceci, là. C'est amovible pour pouvoir voir la taille, pour pouvoir voir la salle d'armes. La tour ici est amovible pour pouvoir voir le livre et l'écritoire de Bilbon. Et carrément, mais alors ça, il faudra que je travaille dessus. La terrasse sur laquelle Elrond tient conseil est aussi amovible. Voilà. Bon. L'histoire de la Terre du Milieu, ou Kizé, là, j'ai oublié le nom exact. C'est toute l'histoire du Beleriand. Non. En fait, ça se passe longtemps après le Beleriand. Ça se passe en Eriador. Bonsoir, Guillaume. Et bonsoir, un peu française. Non. Le Beleriand sombre entièrement après la fin du premier âge du soleil. Quand il y a la grosse baston entre les 14 Valar de l'Ouest et tous leurs maillards, les Eldar et les Edain. Les Edain, c'est les humains alliés aux Eldar d'un côté, et Morgoth et toutes ses troupes de l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, il y a tout le Beleriand qui s'effondre. Les anneaux arrivent plus tard, c'est un petit-fils de Fëanor, Celebrimbor, qui était le meilleur forgeron de son temps, qui est installé en Eriador, juste dans une ville elfe qui est non loin de l'entrée ouest de la Moria. Et la série, en fait, elle raconte justement la création des anneaux. Donc on est, j'ai plus la date exacte, mais on est, je vois quelque part au milieu du deuxième âge. Voilà. Avant la chute de Numénor, mais longtemps après la destruction du Beleriand, lors de la guerre entre les Valar, qui a permis l'élimination de Morgoth. Voilà. Donc ça se passe longtemps après. Ouais. Bon les gars, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour attaquer le sachet numéro 21. Yeah. Ah, c'est pour demain. Ouais. Non mais je t'en prie, hein, n'hésite pas. D'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me les poser par écrit avant, comme ça je révise un peu. Voilà, parce que là, par exemple, Manwë, le nom, j'avais complètement largué. Allez, bonne soirée à tous. Namarie.